À tous, bienvenue pour cette deuxième formation avec le docteur Michaud en direct de Saint-Genis-en-Pouilly. Écoutez, on est ravis, Face est ravi de voir que ça a toujours autant de succès et un petit peu de nouveauté avec l'ophtalmo, c'est encore mieux. Donc, je vais laisser la main à Bertrand qui va vous parler à peu près pendant 1 heure. Comme vous le savez, il y a un petit chat en bas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. De toute manière, Bertrand reprendra à la fin de son webinaire question par question. Et puis, n'hésitez pas aussi à rentrer en relation directement avec lui. Il répondra qu'il pourra à toutes vos interrogations. Voilà. Bertrand, écoute, je te laisse la main. Bonne formation à vous toutes et à tous. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Baptiste. Eh bien, bonjour. Bonjour à ceux qui étaient déjà là il y a quelques semaines pour la première partie. Donc, on a scindé cette formation en échographie autour de l'ophtalmo en deux modules séparés. Un plus sur la technique, sur le principe physique de réalisation de l'échographie et tout ce qui est les images normales. Et là, on va aller dans le dur, on va aller dans la pathologie. Alors, l'éventail que je vais vous proposer aujourd'hui est relativement complet, mais il n'a pas gage de devenir un atlas universel, une référence, mais vraiment de vous présenter du cas pratique. Comme le soulignait Baptiste, vous êtes complètement disposé et libre de me poser des questions dans le fil de discussion. Et j'y répondrai, en fait, on y répondra à la fin. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas aussi à scanner le QR code qui est devant vous sur cette première diapositive. Vous aurez toutes mes coordonnées directes et les différents liens en fait vers les réseaux sociaux, la page Facebook Vetophthalmo si vous connaissez pas déjà, donc qui permet de poser des cas sur vos cas cliniques, la chaîne YouTube qui parle uniquement de chirurgie en fait autour de l'ophtalmologie, mon contact WhatsApp et une page Instagram et LinkedIn. On est parti. Échographie en ophtalmologie vétérinaire. Ne prenez pas de notes, vous pouvez scanner, flasher ce QR code directement et récupérer le PDF de la présentation, histoire de reprendre à tête reposée par la suite. Vous retrouverez également ce PowerPoint sur le site visionanimal.fr dans la rubrique formation. Aujourd'hui, on parle des pathologies qui peuvent être explorées à l'aide de l'échographie en ophtalmologie vétérinaire. Dans le dernier épisode, pour ceux qui n'étaient pas là, l'échographie, en gros, vous allez l'utiliser en ophtalmologie dans une condition principale qui est la perte de transparence au niveau de l'œil. Dès que vous ne voyez pas ce qui se passe dans un œil, dès qu'il y a un œdème de cornée, dès qu'il y a un chémosis, donc un gonflement des annexes qui est tellement important que vous ne voyez pas l'intérieur de l'œil, dégainez l'échographe. Tout échographe peut faire l'affaire. Même si vous n'avez qu'une sonde sectorielle qui n'a pas une très haute fréquence, une très haute qualité ou très haute définition, la plupart des sondes vous permettront déjà d'avoir une notion de savoir s'il y a un déplacement d'un cristallin, s'il y a un décollement rétinien, si vous avez en fait une tumeur intraoculaire. Vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Pour ce qui est de la manipulation, je vous invite à regarder éventuellement le PowerPoint en fait de la première présentation pour vous voir exactement comment faire pour réaliser une échographie en ophtalmologie. On réalise le plus souvent de l'échographie transcornéenne, c'est-à-dire que vous allez anesthésier la cornée, déposer du gel échographique sur la cornée et poser votre sonde dessus. Pourquoi ? Parce que l'échographie transpalpébrale, si vous faites à œil fermé, vous pouvez vous entraîner sur vous-même d'ailleurs, vous fermez un œil, vous regardez avec l'autre, vous allez voir qu'en fait, il y a une atténuation des ultrasons qui est assez importante et on perd rapidement en définition. Et un autre conseil, mettez beaucoup de gel, histoire d'avoir un vrai coussin qui vous permet d'avoir une image de meilleure qualité, en fait, donc par rapport à ça. Donc ça. La sonde linéaire, c'est en général la meilleure amie de l'échographiste. C'est celle qui donne les meilleures images avec des fréquences assez élevées. De manière générale, on recommande des sondes entre 10 et 18 MHz à peu près. Certaines sondes peuvent monter jusqu'à 24 MHz, mais sincèrement, elles sont réservées souvent à l'usage assez spécifique de l'exploration en fait du segment antérieur. Tous les échographes vont permettre de faire de l'ophtalmo, mais la qualité d'image donc va changer, c'est ce que je vous disais, et on a des courbes d'apprentissage qui sont extrêmement rapides.
à condition de faire une chose. N'attendez pas d'avoir un animal avec un IFEMA très important, avec du sang en chambre antérieure, pour poser votre sonde d'échographie. Entraînez-vous, lorsque vous mettez du gel, de l'ochrygel par exemple, sur un chat que vous allez stériliser, et ben en fin de stérilisation, remettez un coup de gel et posez votre sonde d'échographie pour vous entraîner à voir ce qui est comme normal en fait au niveau de l'œil, explorer tout l'œil. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à faire. On va avancer. Alors, hop. Est-ce que j'arrive? Non, je suis bloqué. J'ai perdu la souris. Ah, d'accord, je suis parti en outil graphique. Forcément. Demande d'adaptation. J'ai perdu ma souris. Alors, je sais pas si tu as la main, Baptiste. Moi, j'ai juste là-haut la main. En fait, tu vois, j'ai. Ouais. Défilé ta diapo, c'est ça? Ouais, mais il y a quelqu'un qui a demandé l'autorisation de mettre des annotations et ça a été validé. Donc, en fait, il faut que tu désactives cette annotation. Ouais. Donc là, je suis là et j'arrive pas à cliquer sur la barre de menu. Ah, il y a un petit souci. Alors, bouge pas. Attends, si je reprends ça, vous n'êtes plus le coprésentateur. Et si je fais là. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Super, c'est bon. Bon. Par contre, il faudra essayer de gommer ces annotations parce que ça va rester dégueulasse pendant tout le long de la présentation. Comment est-ce que tu fais? Autoriser les annotations? Non. Pointeur flèche, outil texte. On va trouver. Et une gomme. On va gommer tout ça. Ouais, c'est bon. On va faire un peu le ménage de ce que j'ai fait. Zou. Quand même que vous voyez les... Désolé. Pas de souci. Alors, donc de nombreuses pathologies peuvent être investiguées grâce à l'échographie en ophtalmologie. C'est un examen rapide en complément d'un examen ophtalmologique complet. Ce que j'ai tendance à dire aussi, c'est pas parce que vous avez un œil opaque que vous allez tout de suite sauter sur la sonde d'échographie, recueillir des commémoratifs, mesurer la pression intraoculaire, faire des tests de Schirmer, essayez quand même de regarder en lampe à fente ou avec une lampe d'examen et évaluer l'ensemble de l'animal aussi en fait. Donc n'oubliez pas que l'œil fait partie d'un organisme. On a trop souvent tendance en fait à individualiser l'œil, mais il peut y avoir des rapports avec des pathologies générales comme de l'hypertension. On peut avoir des IFEMA en fait chez le chat consécutifs à des hypertensions générales systémiques. Donc ça c'est vraiment important de conditionner aussi par rapport à votre examen systémique et général. Les objectifs aujourd'hui, on l'a dit, c'est connaître les principales pathologies oculaires et leurs images échographiques. Qu'est-ce qu'on va voir en cas de pathologie oculaire? Un rapide rappel au niveau anatomique. Donc, je vous rappelle que l'œil, c'est, comme on a dit avant, un organe dans l'organisme, avec différents milieux qui vont répondre aux ultrasons. Donc, la cornée qui a deux phases, donc l'épithélium qui va sortir qu'une phase hyperéchogène antérieure, l'endothélium cornéen, et entre les deux, le stroma qui apparaît comme noir, comme sombre, anéchogène. La chambre antérieure qui bien souvent est anéchogène également. Les capsules du cristallin, donc vous avez la capsule antérieure et postérieure. Attention, il n'est pas rare de ne voir qu'une seule capsule à la fois au niveau de votre échographie. C'est pas très grave. Et vous allez aussi localiser l'iris, les corps ciliaires, la base des corps ciliaires en fait, et les zones d'attache. Et dans certains cas, vous arrivez à visualiser les fibres de la zonule qui maintiennent le cristallin en place. Le segment postérieur, lui, est tout comme le segment antérieur, en général, très anéchogène, relativement anéchogène, sauf sur des animaux vieillissants, qui vont présenter une densification du vitré, qui est physiologique, et qui va se manifester par un petit piqueté, un peu comme dans une boule à neige, donc quelque chose de classique. La rétine, en général, c'est difficile d'individualiser la neurorétine par rapport à l'épithélium pigmentaire et la choroïde, sauf en cas de décollement. Donc vous ne verrez qu'un seul bloc au segment postérieur. Et le nerf optique, lui, ne se visualise pas systématiquement, en fait, seulement sur certains plans de coupe. Et on voit vraiment le cône du nerf optique à l'arrière avec toute la musculature orbitaire. On va segmenter les pathologies aujourd'hui pour aborder le segment antérieur dans un premier temps. Donc, dans le segment antérieur, l'échographie va être pertinente pour explorer des masses inflammatoires, des corps étrangers, explorer aussi des uvéites ainsi que des tumeurs, des néoplasies. Les masses inflammatoires. Bien souvent, ces masses inflammatoires vont faire protrusion à la jonction entre la sclère et la cornée. C'est rare d'avoir des masses très importantes sur la cornée directement, ou en périphérie.
Donc on va retrouver ces pathologies en fait de manière plus fréquente sur des animaux qui vont présenter par exemple là des maladies dysimmunitaires. Donc par exemple ici une épisclérite nodulaire granulomateuse chez un chien qui a vraiment une caractéristique assez typique. Donc l'échographie, vous voyez vraiment l'avantage, hein, l'intérêt, c'est d'apprécier. On peut très bien suspecter sur cet animal une perforation en fait en regard de la sclère. Donc là on va vérifier que toutes les structures internes sont cohérentes. On voit que l'iris est normal, il n'y a pas de perforation de la sclère, et on voit un tissu avec un remaniement qui est plutôt inflammatoire. Bien sûr, ça ne permet pas de différencier une infection tumorale d'une infection inflammatoire, mais ça vous permet déjà de vous orienter par rapport à une éventuelle rupture de la sclère. À noter, sur ce chien, il y avait une dystrophie cornéenne stromale associée sur cette photographie. Donc vraiment, l'échographie vient en adjonction par rapport à la cytologie, par rapport à l'examen direct que vous allez pouvoir réaliser. Très récemment, ce matin, j'ai eu un cas à peu près similaire, même présentation, mais où il y avait eu dans les commémoratifs un historique de bataille, de bagarre avec un chien hier soir, et il y avait une perforation de la sclère, donc on l'a opéré pour aller suturer cette sclère en profondeur. Les corps étrangers, parfois il peut arriver qu'on n'arrive pas à visualiser ce qui se passe en chambre antérieure, puisque vous avez une opacification de la surface cornéenne, donc la cornée qui devient un petit peu opaque, et on a un doute par rapport à la présence éventuelle d'un corps étranger. On voit bien par exemple sur cette photo à gauche qu'il y a une synéchie qui est présente, on voit une fibre qui va se diriger vers la cornée, une taie cornéenne qui est très proche du limbe avec une réaction vasculaire de la conjonctive. Ne pouvons pas faire mieux, j'ai eu recours à l'échographie sur ce patient, et l'échographie m'a permis de repérer en fait un élément hyper échogène qui était vraiment en fait donc perforant, qui allait jusqu'à l'endothélium cornéen, on le voit bien en fait ici au-dessus de la flèche, avec la présence de fibrine associée, et ça a permis de soigner cet animal correctement. Je vous rappelle que les corps étrangers, souvent quand ils vont être fichés au niveau de la cornée, ils ne font qu'une chose, c'est avancer en direction de l'œil. Donc si vraiment vous avez l'impression qu'il y a un corps étranger, que vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'épaisseur de la cornée, vous pouvez tout à fait sortir votre échographe pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans l'épaisseur, et ne vous risquez jamais sur ce genre de cas à aller chercher, même si vous le voyez, à tirer le corps étranger si vous n'êtes pas sûr à 100% que ce corps étranger n'est pas perforant. Ça m'est arrivé en début de pratique, j'avais pas de microscope opératoire, et j'ai tiré bêtement sur un corps étranger cornéen qui m'était présenté sur un animal. Malheureusement, en fait, l'œil s'est complètement vidé de son contenu, et j'avais pas de moyen de suturer sur place. Alors j'ai suturé avec un gros fil, mais c'est vrai que c'était pas optimal. Donc vraiment, n'enlevez ces corps étrangers que si vous avez une certitude absolue qu'il n'est pas perforant. Ça, c'est important à retenir. Donc là, le traitement de cet animal, ça consistait en fait à une incision cornéenne, l'extraction du corps étranger, un lavage de chambre antérieure, l'injection de TPA, donc un activateur du plasminogène, pour essayer de rompre et d'éviter de nouvelles flamèches de fibrine qui viennent de synéchie, qui viennent se former à cet endroit-là. Suture de la cornée, puis traitement antibiotique et anti-inflammatoire local pendant quelques jours. Les atteintes cornéennes. Alors, pour faire de l'échographie de cornée, vous ne pouvez pas la faire si vous avez des échographes de plus basse fréquence que 12 à 14 MHz. Il faut quand même une définition assez importante, mettre pas mal de gel, et pour pouvoir observer justement ces modifications. Donc là, le patient que vous avez à droite ne correspond pas aux photos que vous avez à gauche. C'est un patient qui présente donc sur la première photo un œdème de cornée. Donc il y a une imbibition de la cornée par de l'humeur aqueuse le plus souvent. Et si on regarde sur la vue de profil, on voit qu'il y a une déformation de la cornée qui n'est plus du tout sphérique, et qui est en forme de cône. C'est ce qu'on appelle donc un kératocône. C'est une pathologie assez fréquente chez l'homme, qui est une maladie liée à des frottements, des choses comme ça. Chez le chien, c'est un peu pareil. La cornée centrale va se ramollir sous l'effet du vieillissement ou sous l'effet de lésions répétitives de la cornée, et le frottement par les paupières va compresser la cornée centrale et la déformer. Vous aurez à droite donc cette image échographique relative à un patient similaire, avec vraiment en fait cet œdème de cornée. Vous voyez que le stroma sur la périphérie, il est relativement anéchogène, et il devient hyper échogène sur la partie centrale. Donc ça vous permet effectivement de définir le degré d'atteinte et d'importance. Il est à noter aussi qu'on profite de cette imagerie pour visualiser le cristallin, qui ici est en apparence en fait subluxé. Donc on voit que quand vous avez un cristallin en fait instable, vous allez noter que l'iris doit chapeauter la partie antérieure de la capsule antérieure du cristallin. Et là, dans ce cas, une partie de l'iris est en devant et une partie de l'iris est en arrière. Et on voit aussi que ce cristallin, il est relativement cataracté, son contenu est relativement hyperéchogène.
Donc vraiment, importance de l'échographie sur ce segment antérieur pour aller explorer justement ces éléments-là. Et on pourrait même être plus pertinent sur cette image d'échographie en disant que l'endothélium semble altéré. Pour qu'un œdème cornéen se développe, il y a du liquide qui rentre dans la cornée, soit ça provient des larmes, qui vont rentrer par une brèche cornéenne dans la cornée, dans le stroma, et qui vont épaissir ce stroma qui est hydrophile. Ou sinon, autre possibilité, c'est qu'il y ait une entrée d'humeur aqueuse par une brèche de l'endothéliodesmète, par cette dernière épaisseur de la membrane de la cornée, et qui vont engendrer également les mêmes conséquences. Donc sur cet animal, on a pu objectiver une dégénérescence endothéliale, souvent liée à l'âge, qui a généré en fait cet œdème. Malheureusement, il n'y a pas énormément de traitements à disposition aujourd'hui en médecine vétérinaire, si ce n'est des greffes d'endothélium ou éventuellement des techniques de greffe conjonctivale qu'on appelle letterbox, qui peuvent éventuellement aider un petit peu à diminuer la densité en fait de ces œdèmes. Une fois qu'on a dépassé ce cadre-là, on va rentrer dans l'œil avec des uvéites, donc des inflammations endoculaires, qui pour moi sont les principaux fourvoyeurs d'échographie en ophtalmologie vétérinaire, puisque c'est souvent des cas où vous allez avoir des animaux qui sont présentés avec une opacification complète de la chambre antérieure, donc impossible de savoir ce qui se passe en dessous. 2-3 petits rappels de lexicaux. Hyphéma, c'est l'accumulation de sang en chambre antérieure. Hypopion, c'est l'accumulation de fibrine. Pas forcément d'origine infectieuse, mais l'accumulation de fibrine dans la chambre antérieure. Les images seront systématiquement hyper échogènes. Vous aurez une densification d'un contenu habituellement anéchogène dans un contenu hyper échogène, avec des lésions qui ont un aspect relativement punctiforme. Ces uvéites, elles vont avoir un aspect qui peut être antérieur ou postérieur. Donc on les appellera uvéites antérieures ou postérieures, très simple, si ça atteint donc soit la chambre antérieure ou sinon le segment vitréen. Les uvéites totales, donc segment antérieur et postérieur, on les appelle des panuvéites, donc uvéites totales. Deuxième point, la fibrine. La fibrine, elle va apparaître sous forme de filaments qui vont être hyper réfléchissants et qui vont finalement se coller aux différentes structures oculaires. En général, on a des adhérences qui vont pouvoir se faire entre l'endothélium cornéen et l'iris, ou éventuellement entre l'iris et le cristallin. Voilà en mouvement ce qu'on peut observer. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez sympa, qui va permettre de voir vraiment un peu comme cet effet boule à neige. Je vais vous la relancer, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de regarder. Vous avez vraiment ces dépôts qui circulent en fait en chambre antérieure. C'est un peu comme des mouvements browniens, un peu comme quand vous vous levez le matin et que vous avez des particules qui flottent dans une petite raie de lumière là, qui passe dans votre chambre. C'est le même principe en fait. Donc là, on va avoir vraiment cette visualisation en mouvement qui est assez intéressante et permettre d'objectiver justement ces uvéites avec, là, on a vraiment des uvéites nécrotiques assez sévères en fait, donc chez ce patient. Dans un cas comme ça, impossible pour vous de dire clairement où est l'œil, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, on a une panuvéite, donc c'est-à-dire on voit bien sur l'image qui se trouve ici, sur votre droite, en fait. Donc vous retrouvez un segment antérieur avec un élément qui semble relativement anéchogène en son centre. La présence d'un hyphéma ou d'un phénomène inflammatoire antérieur et postérieur. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond, cette image qu'on voit là. Cet élément anéchogène, ici, c'est ni plus ni moins que le cristallin qui est luxé en chambre antérieure. Et vous voyez bien que sur l'image de gauche, quasiment rien ne permet de savoir que le cristallin est luxé en chambre antérieure. Un petit élément quand même assez ironique, cet animal, c'était un chien qui avait une évolution sans doute depuis plusieurs mois. Le propriétaire m'avait persuadé en disant ça date depuis 2 jours. La présence de néovaisseaux de fort diamètre en fait en surface sur la cornée, le remaniement intense de la cornée témoigne d'un frottement en fait du cristallin contre la cornée et qui a engendré ce genre de phénomène depuis sans doute plusieurs mois dans tous les cas, et bien sûr une perte de chance complète avec une pression intraoculaire très élevée chez ce patient. Ça a dû se terminer en pose de prothèse ou en énucléation. Donc voilà sur les uvéites. Un phénomène intéressant qu'on voit aussi en mouvement là ici sur l'image d'échographique, c'est ce qu'on appelle l'iris bombé. Des fois, l'iris, quand vous avez des adhérences qui vont se former, des synéchies, l'iris peut se coller complètement à la capsule antérieure du cristallin. Et l'humeur aqueuse, qui est produite ici, au niveau du corps ciliaire, et qui circule entre l'iris et le cristallin pour être réabsorbée au niveau de l'angle iridocornéen, eh bien, ne peut plus assurer ce même chemin. Et on va voir cet iris qui va être gonflé, un peu comme si on gonflait dans un ballon,
et qui va gêner en fait la bonne circulation de l'humeur aqueuse, avec comme conséquence un œdème cornéen diffus, puisque cet animal il était sans doute sur une hypertension assez importante intraoculaire, de l'ordre de 60 à 70 mm de mercure. Je vous laisse l'apprécier encore une dernière fois. Cette image, toujours donc d'iris bombé, elle est plus parlante sur le. Donc toujours vos yeux, pensez bien à les regarder de face, mais aussi de profil. De profil, vous aurez souvent cette représentation en 3 dimensions. Là, on voit bien cette bulle qui est présente en périphérie de l'iris, ici, là ici. Et là, en fait, toute cette zone-là est collée. On appelle ça une séclusion pupillaire. Donc tout l'iris en fait va se coller en partie centrale. On voit qu'on a une dyschorie. La pupille n'est pas régulière en fait strictement. Et donc tout autour, vous avez en fait une pression qui va être importante sur les berges de l'iris. Et on voit aussi les signes d'hypertension avec une vascularisation sclérale qui est très 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 dilatée. Alors une chose importante, on vous dit souvent en fait dans les formations que un glaucome, ça associe souvent une mydriase. Et là, vous voyez que ce patient, il est en myosis. Et c'est le principe même, c'est-à-dire que ce patient, il a développé en fait une uvéite hypertensive. Une uvéite est passée par là, l'inflammation a généré des adhérences entre l'iris et la capsule antérieure du cristallin, et ça s'est terminé en fait par une absence de circulation de l'humeur aqueuse. Et là, clairement, malgré la pression qui doit être très élevée dans l'œil de ce patient, impossible en fait de dilater la pupille sous l'effet de la pression, donc vous aurez un glaucome avec une pupille relativement resserrée. Encore une autre image en fait très récente, pour ça je l'ai rajoutée, elle est vraiment magnifique. Donc d'iris bombé, cette lame blanche que vous voyez hyper échogène et qui rejoint l'autre, on dirait un cœur qui se forme, on dirait une échocardiographie. C'est vraiment l'iris qui va se coller sur la capsule antérieure du cristallin. Et on a une accumulation de fibrine qui va se faire, donc, et de liquide inflammatoire qui va se faire en dessous, et on a vraiment un contact donc de l'iris contre la cornée. Donc là, bien sûr, l'humeur aqueuse ne peut plus circuler du tout. Alors, chose assez ironique, ce patient que vous voyez en photo était encore à pression normale lorsque je l'ai examiné pour la première fois. Les gens me consultaient parce que ils trouvaient que l'œil était relativement normal. Alors bien sûr, donc dans ce genre de cas, il faut absolument screener tout votre œil à la recherche d'une éventuelle tumeur, néoplasie. Vous pourrez aussi apprécier assez facilement sur ce patient-là, il a plusieurs pathologies, un décollement rétinien en fait associé. On voit qu'on a juste encore la partie qui est reliée au nerf optique qui est attaché, donc de rétine, et l'autre partie est repoussée vers l'avant. Donc vraiment cette image assez classique qu'on appelle en fleur de lys, mais ça on va en parler tout à l'heure. De très belles images, alors ça c'est plus de manière anecdotique, de persistance de membrane pupillaire. C'est un jeune chat qui a été présenté en consultation pour un changement d'aspect d'un des 2 yeux. L'affection était unilatérale avec la présence donc de ces persistances de membrane pupillaire. Simplement, ce sont des persistances de vaisseaux embryonnaires qui sont censés se résorber à la naissance ou autour au périnatal, mais qui ne disparaissent pas et qui vont créer en fait de sortes d'adhérences, des synéchies entre l'iris, le cristallin, l'iris et l'iris, donc de différentes formes. Donc, je trouve que c'est très graphique, et à l'échographie, c'est rare qu'on puisse les apprécier aussi correctement qu'ici. Il se trouve que ce patient présentait également une hyperpigmentation de l'iris, c'était son motif principal de consultation. On voyait aussi la présence de synéchies entre l'iris et le cristallin ici. Et la lame de l'iris, le stroma aérien était extrêmement épaissi sur une grande partie, la partie dorsale. On peut le visualiser ici à l'échographie. Et ça va nous permettre d'orienter le diagnostic sur un mélanome de l'iris. Attention, l'échographie n'est pas diagnostique sur le mélanome diffus de l'iris chez le chat. Il faut compléter ces mesures par la réalisation de biopsies. Chez ce patient très jeune, la biopsie a révélé la présence d'un mélanome extrêmement agressif et a conduit donc à la décision d'une énucléation après avoir réalisé un bilan d'extension. Donc voilà. Les néoplasies. Les tumeurs du segment antérieur sont souvent bien délimitées, bien circonscrites. Comme toute tumeur, elles sont très échogènes, elles sont hyper échogènes, et la plupart proviennent soit de l'iris, soit du corps ciliaire, donc vraiment dans cette zone à la base de l'iris, mais qui n'est pas visualisable directement depuis l'extérieur, ou du moins dans la majorité des cas. L'envahissement en fait de la chambre antérieure et ou du vitré va se faire sur une durée assez variable, en général assez rapidement, et le motif de consultation va pouvoir être souvent donc des phénomènes de douleur engendrés par l'augmentation de la pression dans l'œil, ou carrément des gens qui arrivent à visualiser en fait une masse pigmentée ou non au niveau de la chambre antérieure. Le mélanome de l'iris, on en parlait tout à l'heure, juste avant, en fait, c'est une des tumeurs les plus fréquentes qu'on va pouvoir examiner, que ce soit chez le chien ou chez le chat. Est important de bien différencier ces tumeurs des kystes thyriens.
Kystyrien, ce n'est pas une tumeur, il ne faut pas enlever les yeux quand on voit des kystyriens. Je l'ai malheureusement encore vu récemment. Les critères. Donc ces néoplasies, on va voir, donc là c'est le même patient en fait, donc qui est illustré, donc c'est un chat d'âge avancé. On visualise sur l'image échographique, donc de la portion ventrale de son iris, une déformation en relief, quelque chose d'extrêmement festonné, qui, on le distingue très bien, est hyperéchogène en sa périphérie, hypoéchogène en partie centrale, et on note en relation le corps ciliaire à l'arrière, qui est relativement inflammatoire. Donc on peut fortement suspecter dans ce cas un mélanome de l'iris avec un envahissement sans doute de l'angle iridocornéen et une origine uvéale avec une atteinte des corps ciliaires primitive. Là, pas besoin de faire de biopsie. Pour moi, un simple bilan d'extension et énucléation sont conseillés chez cet animal. Lorsqu'on a des formes plus avancées, donc comme chez ce chien, présenté pour une déformation de la pupille, on peut aisément penser en fait à la présence d'une tumeur qui pousse. On voit à travers en fait la lame, à travers le stroma de l'iris, on voit cette tumeur ne peut plus s'étendre à l'arrière. Vous voyez, en fait, c'est un peu l'effet iceberg, ce que je dis souvent aux gens. Lorsqu'on a des tumeurs qui commencent à être visualisables dans le segment antérieur, c'est qu'il y a déjà une forte progression en fait dans tout ce qui est segment postérieur. Souvent, c'est une répartition 1/3, 2/3, voire même 1/5, 4/5 au niveau de l'œil. Donc ça, c'est vraiment important de partir en échographie très vite. Tout ça pour faire déjà un bilan d'extension loco-régional et ensuite donner un pronostic aux gens. Parce que souvent, le paradoxe, c'est que ces animaux, ils peuvent être encore voyants. Donc justifier de retirer un œil sur un animal qui n'a ni mal et qui voit toujours, c'est toujours délicat. Retenez une chose, de manière générale, les tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes sont souvent beaucoup plus graves et de mauvais pronostics chez le chat que chez le chien. Alors, quand je parlais de ça, justement, on a des tumeurs des fois, donc cette personne qui est venue me voir parce que, hop, et on sort la tumeur. Leur chien a développé en fait une masse qui pensait être une cataracte. Le vétérinaire m'a adressé pour cataracte, mais c'était une tumeur bénigne des corps ciliaires, donc ce qu'on appelle un adénome ciliaire, qui a pu être traité, car pris en charge sans doute précocement. On a réalisé une sclérotomie donc chez cet animal au laser, et on a pu extraire donc cette masse qui était bien individualisée. On peut regarder une deuxième fois si vous n'avez pas vu la première image. Donc on a fait un volet de sclérotomie, on a ressorti cette masse lors de l'intervention. Et là, ça, sans l'échographie, impossible de partir sur une indication chirurgicale. C'est un cas qui remonte un peu, parce que j'utilisais à l'époque en fait un échographe, encore une sonde sectorielle. Donc comme quoi, vous voyez déjà qu'une sonde sectorielle, on arrive déjà à faire une bonne délimitation en fait des masses, des atteintes et tout ça. Donc vraiment, dans le bilan d'extension de ces masses intraoculaires, c'est important de réaliser une échographie de plus haute qualité possible afin de voir justement les tenants aboutissants de ces masses-là. Le kyste, donc c'est vraiment l'élément distinctif. Il faut que vous fassiez le différentiel entre ces kystériens et des tumeurs. Le kystérien, il n'est pas toujours mobile dans la cavité orbitaire. Il peut être fixé, bloqué en fait, soit dans l'angle iridocornéen, ou soit des fois on les retrouve bloqués au niveau de l'aire pupillaire, au niveau du sphincter irien. La particularité, c'est que ces kystes souvent laissent passer la lumière à travers eux, et puis bien sûr, leur centre, il est totalement anéchogène, puisque je vous rappelle le métabolisme de formation des kystes. Ils sont produits au niveau du corps ciliaire, c'est un peu comme une bulle de savon. Toute la zone arrière en fait de la cavité vitréenne, en fait, donc le segment postérieur oculaire, il est tapissé de pigments, c'est très pigmenté, et donc la production d'humeur aqueuse fait un peu comme une bulle de savon, et ça emmène ces pigments autour d'une coque qui vont cheminer en général entre l'iris et la capsule antérieure du cristallin, et on va les retrouver en chambre antérieure, souvent mobiles, pas toujours seuls. Et ça a rarement de conséquences graves pour l'animal, si ce n'est une fois, j'ai eu un cas où il y en avait une quarantaine dans l'œil, et l'animal avait une pression qui était relativement augmentée, et on a donc fini par les enlever par aspiration. On peut aussi les détruire au laser. Mais vraiment, la distinction propre de ces kystes, elle se fait à la lampe à fente. Si vous arrivez à avoir une transillumination, si votre lumière passe à travers, vous faites une rétroillumination, vous éclairez votre pupille et vous avez le reflet rétinien qui se réfléchit à travers le kyste, vous pouvez tout à fait conclure en fait à la présence d'un kystyrien. S'il y a le moindre doute, et même de manière systématique, réaliser des échographies sur ces kystes-là pour les différencier de tumeurs. Allez, un petit cas clinique pour vous réveiller.
Talia, c'est une chienne Rottweiler de 10 ans. Elle a l'œil droit qui est fermé depuis 3 jours maintenant. L'examen ophtalmologique révèle la présence d'un chémosis, donc un gonflement conjonctival assez important, une masse sclérale pigmentée qui fait protrusion au niveau de la sclère, un œdème cornéen qui va être diffus, on n'arrivera à rien voir dans son œil, une pression intraoculaire à 48 mm de mercure, pression qui est à peu près deux fois la norme chez un chien. Les photomoteurs ne sont pas discernables ni visualisables, et réponse de Clément Lamena, et Clément à l'éblouissement nul pour cet œil-là. L'autre œil, l'œil Adelphes est complètement normal. L'examen, là, une fois qu'on a fait tous ces tests, il n'y a pas d'autre test que de faire une échographie oculaire. On va la découvrir ensemble. Toujours pareil, une image assez ancienne. J'ai fait exprès de prendre aussi des images que vous allez pouvoir faire avec des sondes sectorielles, même si vous n'avez pas une sonde linéaire de dernière génération. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce patient? On va voir une chambre antérieure qui est encore plutôt bien délimitée, un cristallin qui se montre relativement écrasé, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui le pousse en avant, et cette image en fleur de lys, qui est une image de décollement rétinien, avec une accumulation de séro-hémorragique, en fait, donc sous-rétinienne, associée. Il n'y a pas tellement de suspense, on a fait une histologie, on a retrouvé en fait chez ce chien un mélanome uvéal malin. C'est extrêmement rare en fait, ces formes-là assez agressives, avec des pronostics vitaux qui sont en général extrêmement courts en fait chez ces animaux. La chienne est décédée 3 mois après, a dû être euthanasiée à cause de métastases présentes dans son organisme. On arrive sur le cristallin qui est vraiment la séparation entre segment antérieur et segment postérieur. Le changement d'aspect du cristallin, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors, on va voir que l'échographie permet de voir s'il y a une cataracte ou non. Vous pouvez aussi faire un examen du fond d'œil pour voir si vous avez une cataracte ou une sclérose du cristallin. On va voir aussi l'intérêt de l'échographie pour le diagnostic de subluxation ou de luxation du cristallin, qui soit antérieur ou postérieur. Changement d'aspect du cristallin. Alors, le cristallin, comme je disais en préambule de la présentation, c'est un élément qui est anéchogène en son centre avec 2 capsules hyperéchogènes antérieures et postérieures. La capsule postérieure, en général, est légèrement plus fine que la capsule antérieure, et la réflectivité va augmenter pour le cristallin lors de sclérose, mais elle va surtout augmenter de manière importante lors de cataracte. Le blanchiment, le côté hyperéchogène, des foyers hyperéchogènes que vous allez voir à l'échographie en ophtalmologie, sera beaucoup plus intense quand vous aurez une cataracte plutôt qu'une sclérose. Petite précision, donc sclérose, c'est le vieillissement naturel du cristallin, qui entraîne en fait une petite opacification du cristallin, mais qui n'a que très peu d'incidence en termes de vision. Plus la cataracte va être évoluée, et plus votre cristallin, il va être hyperéchogène. Ce qui paraît logique. La densité, en fait, en modification cristallinienne va être beaucoup plus intense, en fait, avec le temps. Je vous ai mis ici 2 images. Sur votre gauche, vous avez une sclérose du cristallin, donc un vieillissement du cristallin. À droite, vous avez une cataracte. Cataracte qui est plutôt entre incipiente et mûre, on va dire, quelque chose de débutant, en fait, donc dans l'évolution. L'échographie, elle est hyper importante en préambule de l'opération de chirurgie de cataracte, puisqu'elle va nous permettre d'évaluer la taille de l'implant qu'on va positionner à l'intérieur du sac cristallinien. Elle va permettre de voir s'il n'y a pas une instabilité du cristallin. C'est toujours intéressant de voir si le cristallin est mobile lors de l'échographie. Pareil, quand vous faites vos échographies, n'hésitez pas à bouger, à faire des mouvements antéro-postérieurs, d'appuyer sur la cornée pour voir si le cristallin vibre, bouge. On va voir quelques images après. Et dernier point, quand vous avez une cataracte, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'arrière du cristallin. Donc, on va explorer tout le segment postérieur, donc la rétine, on va explorer le vitré, on va explorer, voir la capsule postérieure, voir si elle est normale ou pas normale. Donc, tout cet ensemble de choses qui vont permettre de savoir si votre animal est un bon candidat à l'opération et si on s'expose à des complications péropératoires. Le changement d'aspect du cristal, on peut le voir sur cet animal. En fait, c'est un seul et même animal. En fait, je vous ai fait les échographies en relation avec les images photographiques qu'on a pu réaliser. Et là, je vous mets au défi, sans échographie, de réaliser qu'est-ce qui se passe dans cet œil. À part, oui, il y a une cataracte. On va voir cette cataracte assez dense, en fait, donc dans les 2 yeux, avec une densité légèrement supérieure dans l'œil droit par rapport à l'œil gauche.
Par contre, vous voyez clairement qu'il y a un souci au niveau de la capsule postérieure du cristallin droit, puisque cette capsule est complètement linéaire au lieu d'être bien curviligne. Donc on est face à des anomalies de conformation de cristallin fréquentes présentes sur des animaux jeunes avec des cataractes héréditaires, avec une association avec ce qu'on appelle les anomalies oculaires multiples. Donc cataracte, déformation de la capsule, on peut avoir des persistances du vitré primitif, etc. En fait, des agénésies palpébrales. Donc là, c'est très important de savoir ça avant de partir en chirurgie de cataracte. Vous imaginez bien que sur ce patient, sur son œil droit, on va pas aller faire de la phacoemulsification aussi profondément que sur son œil gauche. Le cristallin, on s'attend à avoir un temps de phacoemulsification plus court. Par contre, on fera vraiment attention de ne pas aller chercher la capsule postérieure qui est plus antérieure que d'habitude. Donc vraiment, en fait, l'importance de cet examen est capitale en fait en préparation de la chirurgie de cataracte. Et même si on a des cristallins qui sont plutôt clairs, il faut la réaliser de manière systématique. Les changements d'aspect du cristallin, donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, donc ces changements d'aspect, on va dire de consistance, d'hyperécogénicité du cristallin, mais également de position. Le cas présenté ici, c'est un chien, je me rappelle assez bien, c'est un animal diabétique qui a été mis sous traitement 15 jours avant par son vétérinaire. Il a été présenté pour une déformation de l'œil droit, en fait, avec une douleur assez intense et soudaine. Le vétérinaire m'a rapporté une cataracte bilatérale qui était d'évolution extrêmement récente. L'image échographique que vous avez associée à cette pathologie, vous voyez bien que le cristallin ne semble plus en place. On a l'iris qui est extrêmement avancé, très près en fait de la cornée. Vous avez une ligne hyper échogène qui se trouve à l'arrière du cristallin, et on a un cristallin qu'on va remarquer qui est assez hétérogène, avec un centre hyper échogène, avec des foyers anéchogènes en plein centre, donc au niveau des corticales du cristallin. Et cette image, en fait, c'est une image d'implosion du cristallin. C'est-à-dire que le cristallin, un peu comme si vous aviez un raisin un peu trop mûr, vous appuyez dessus, en fait, et le cristallin est sorti de son enveloppe. L'enveloppe, donc la capsule antérieure et postérieure, s'est ouverte un peu à la manière d'une fleur, et est restée en arrière du cristallin, donc nous a fait une sorte de séparation antéro-postérieure assez intéressante, et tout le cristallin était en chambre antérieure. Donc là, on a réalisé une chirurgie de phacoemulsification en urgence. On a pu extraire le cristallin ainsi que la capsule, et à ce jour, cet animal est voyant, par chance, mais il a eu beaucoup de chance. Le lenticône postérieur, je vais pas m'apesantir, c'est pas une pathologie hyper fréquente, mais dans les déformations de la capsule postérieure, c'est quelque chose qu'on peut avoir de manière assez fréquente. J'en ai eu un la semaine dernière en chirurgie de cataracte, donc on savait qu'il avait ça. Donc ces lenticônes sont des déformations postérieures du cristallin, des zones qui souvent en fait présentent la particularité d'avoir des capsules qui sont extrêmement fines, avec des cataractes qui sont très très adhérentes. Donc lors de chirurgie de cataracte, on se prépare, on sait ce qu'on va devoir faire, et on peut être tenté, dans certains cas, de réaliser en fait une capsulotomie postérieure. Donc, pour rentrer dans le cristallin, vous faites une capsulotomie antérieure. Mais on peut aller à la fin de la chirurgie, en fait, réaliser une découpe du segment donc au niveau de la capsule postérieure pour enlever ces zones en fait d'adhérence et qui risquent de se coller contre l'implant et générer en fait des opacifications de la capsule postérieure qui vont rendre l'animal aveugle de nouveau à terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être préparé, mais c'est très rare néanmoins. L'instabilité du cristallin, regardez cette image, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous faites une échographie, vous avez un sujet qui présente des douleurs intermittentes de l'œil, et vous faites votre examen, vous avez l'impression que ça bouge un petit peu dans l'œil, bien faites bouger votre sonde d'échographie quand vous réalisez l'échographie de ce patient. L'objectif vraiment c'est de mettre en évidence. Donc là, qu'on soit d'accord, c'est pas une luxation du cristallin. Le cristallin il est encore tenu, mais imaginez que le cristallin, il y a toute une ribambelle en fait de fibres zonulaires à 360 degrés autour du cristallin, et là il y a qu'une partie des fibres qui ont lâché, entre 50 et 80% à peu près. Et donc là on est vraiment dans la phase apéritive, pré-luxation du cristallin, et là l'échographie elle est vraiment importante en fait à réaliser. Un autre signe que vous allez pouvoir marquer, si vous focalisez votre regard désormais sur l'iris, vous allez voir que vous aurez un iridodonésis, c'est-à-dire que l'iris va bouger un peu comme flotter en chambre antérieure. Habituellement, il est maintenu en fait dans la chambre antérieure. Là, on voit très bien sur ces images qu'on a un iris qui se balade, qui flotte littéralement dans cette chambre antérieure. Donc subluxation. La luxation antérieure du cristallin, elle,
en général, il n'y a pas tellement besoin de l'échographie pour la voir. Là, on regarde bien, vous voyez bien cette photo, je l'ai bien faite de profil, on regarde de profil. Si vous avez l'impression que vous voulez voir la position du cristallin, vous ne regardez pas l'œil en face, vous mettez 2-3 quarts ou de profil complètement, et vous allez voir en fait le cristallin faire saillie à travers l'iris, voire même des fois être dépasser la partie libre de l'iris et venir frotter directement sur l'endothélium cornéen et générer cette kératite, cette inflammation cornéenne que l'on a en fait, qu'on voit ici avec des néovaisseaux cornéens en partie supérieure de l'œil. Euh, En échographie, bah oui, si vous avez besoin de le confirmer, bah on le fait. Et ben on voit très bien cette image en fait de cristallin qui est tuméfié, qui est gonflé, œdémateux et qui est basculé intégralement en chambre antérieure. La cataracte, elle va se manifester secondairement. Donc ça, c'est un critère pour vous. Les luxations de cristallin, de manière générale, elles arrivent primitivement et se compliquent systématiquement ou quasi systématiquement en fait d'opacification du cristallin en quelques semaines. Donc quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit oui, ça fait depuis hier qu'il est comme ça, eh ben non, il est pas comme ça depuis hier, il y a déjà eu quelque chose il y a quelques semaines. L'échographie, donc vraiment, elle est intéressante aussi pour faire un état des lieux lésionnel. Impossible pour vous, je reviens sur cette image, à dire sur cette photo-là, est-ce que votre chien, est-ce que la rétine est normale, est-ce qu'il n'y a pas une tumeur qui pousse derrière. Donc c'est vraiment capital de faire cet examen-là. De nouveau, une image de luxation antérieure du cristallin, un stade beaucoup plus précoce sur l'image qu'on a, avec une échographie un peu plus ancienne. L'échographie va montrer une dégénérescence vitréenne qui est présente de manière associée, le cristallin qui se trouve en avant de l'iris. Donc vraiment, cette image est caractéristique. Vous voyez, c'est pas une très haute définition d'échographie, c'est un ancien appareil, mais vous voyez très bien en fait ici les deux lames hyperéchogènes qui correspondent à l'iris et le cristallin qui se retrouve en avant, alors que normalement il doit être en arrière de ces deux bandes. Donc ça, c'est l'indication luxation de cristallin antérieure. La luxation postérieure du cristallin, donc bien souvent on arrive sur des yeux qui sont malheureusement assez évolués avec des inflammations importantes. Et là, on voit très bien donc la cornée qui se trouve donc dans cette zone antérieure, l'iris vraiment qui glisse en arrière puisqu'il a plus de support un peu. C'est un peu comme les petits vieux quand ils ont plus de dents. On voit les lèvres qui s'invaginent et qui vont aller vers l'arrière. C'est le même principe. Donc le cristallin n'étant plus là pour soutenir l'iris s'effondre en fait littéralement. Et le cristallin, par malchance, dans certains cas, va se coller sur la neurorétine. Pas besoin de vous dire que cet œil-là était complètement aveugle. Mais des fois, en fait, des luxations postérieures du cristallin, on a des animaux qui sont parfaitement voyants, sans hypertension. Donc il faut relativiser l'intérêt des fois de recourir à un geste chirurgical qui pourra avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Ces luxations du cristallin postérieur vont être l'occasion de visualiser ce qu'on appelle le croissant AFAC. FAC, c'est le cristallin. AFAC, c'est pas de cristallin. Vous voyez bien, c'est croissant, un croissant rouge, là, ici, sur une très belle image, qui correspond à cette image échographique. Donc facile à voir. Cette fois-ci, donc on a bien donc l'iris est en position, on voit que le cristallin a glissé par l'arrière, et on voit déjà des adhérences qui sont formées entre donc la choroïde et directement au niveau de l'aura serrata et du cristallin. Là, le cristallin était complètement bloqué sur ce patient-là. Ça faisait plusieurs semaines que le propriétaire avait noté cet élément-là. Aucune hypertension associée, un œil qui était vraiment calme. Je n'ai pas réalisé d'intervention sur ce patient, et aux dernières nouvelles, il allait toujours très bien. Une fois le cristallin passé, on passe dans le segment postérieur, donc vitrée et rétine. Les dégénérescences vitréennes c'est un phénomène classique, relativement physiologique, qui va être observé essentiellement chez le chien. Les persistances de vitré primitif, on va en parler, ainsi que les décollements rétiniens. Le vitré. Donc on le voit souvent sur des images d'animaux assez âgés. Là, chez ce sujet qui présente, vous voyez, une cataracte qui est pas très dense en fait dans l'échographie, mais il présente un remaniement vitréen qui est assez présent en fait, donc ces formes d'accumulation en fait hyperéchogène qui se trouvent dans le segment vitréen. Alors ça a été catégorisé, les images ne sont pas de moi, mais on a 4 stades en fait de différenciation des dégénérescences vitréennes. C'est en fait simplement la manifestation par des points multifocaux qui vont pouvoir s'agréger de plus en plus en fait avec une échogénicité qui va être moyenne voire élevée dans les derniers stades. Donc ça, c'était une échographie d'un même patient réalisée à plusieurs semaines en fait d'intervalle sur une dégénérescence vitréenne. C'est une pathologie peu grave. Dégénérescence vitréenne, elle est souvent peu propice à des troubles fonctionnels visuels, mais elle est quand même à connaître. PHPV, PHTVL, qu'est-ce que c'est ?
La PHPV, c'est la persistance de vitrée hyperplasique. Un peu comme la persistance de membrane pupillaire en chambre antérieure, à la naissance ou avant la naissance, il y a des vaisseaux rétiniens qui parcourent tout l'intérieur de l'œil, qui contribuent à la formation, par exemple, du cristallin, par exemple pour l'artère hyaloïde, qu'on voit qui arrive de derrière. Merci à Charles Cassan pour le prêt de cette photo, qui est splendide. Le principe, c'est que cette artère, elle va venir à l'arrière du cristallin, et on voit encore les vaisseaux nourriciers qui tapissent la partie arrière du cristallin. Et la persistance de vitré primitif, et surtout de la tunique vasculaire, donc de l'artère hyaloïde, eh bien, c'est la manifestation justement de cette pathologie, puisqu'en fait, on va avoir des vaisseaux sanguins qui vont être surdéveloppés. On le rencontre chez les sujets jeunes. Les motifs de consultation, souvent, c'est des taches dans l'aire visuel, dans l'aire pupillaire, et on va retrouver de manière prédominante une race, c'est le Doberman, qui est touché par cette affection-là. On en voit différentes formes, donc de très vasculaires à peu vasculaires comme celle-là, et l'échographie est vraiment intéressante pour son exploration, puisqu'elle va permettre de matérialiser, de visualiser, et encore plus, je ne sais pas si j'ai une image de ça, mais on peut faire du Doppler dessus pour voir s'il y a une circulation sanguine encore dedans ou pas. Donc n'oubliez pas d'activer ce mode Doppler sur votre échographe afin de visualiser ces éléments vasculaires. Là, on le voit ici, on a cette bride centrale en fait qu'on arrive à voir. On l'a jamais ou rarement entièrement, puisqu'en fait, on va passer à travers, on va faire des coupes. Donc, on a vraiment cette impression de quelque chose qui rejoint jusqu'à la rétine, jusqu'à la neurorétine, vraiment à la base du segment postérieur. La principale pathologie qu'on va voir dans le segment postérieur, c'est le décollement rétinien. Bien souvent, quand vous arrivez, vous imaginez que ce patient, j'ai pas retrouvé la photo associée malheureusement, vous ne voyez rien de ce qui se passe dans l'œil, puisqu'il a un hyphéma énorme, il y a présence en fait de fibrine en chambre antérieure, le cristallin semble relativement en place et anéchogène, et par contre on voit cette image en fait en forme d'aile de mouette, un peu comme quand vous étiez enfant, vous dessinez des oiseaux, ou en image de fleur de lys, parce que la rétine, quand elle se décolle, elle reste toujours attachée au niveau de la papille du nerf optique, et l'autre partie est uniquement accolée sur l'épithélium pigmentaire, et elle va se décoller vraiment très très facilement. C'est extrêmement fin une rétine. On aura ces images échographiques qui sont très typiques. La rétine, donc, elle va être détachée, ça va être perçu comme une structure linéaire, continue, sauf en cas de rupture ou de déchirure rétinienne, avec donc quelque chose d'hyper-échogène, avec une attache au niveau du disque optique, comme on disait tout à l'heure. Et très souvent, donc, ces hémorragies qui vont être associées. Donc ça va conditionner aussi le traitement et l'intérêt du pronostic aussi pour ces patients. Là, le petit patient qui nous est présenté là avec un hyphéma en chambre antérieure, c'était le motif principal de consultation. Les propriétaires n'avaient pas noté en fait de baisse d'acuité visuelle, et en fait l'échographie, vu qu'on n'arrivait pas à voir ce qui se passait au niveau du segment postérieur à cause de l'inflammation antérieure, a permis de révéler la présence donc d'un décollement rétinien complet, total. Alors malheureusement, quand on est dans des cas comme ça, déjà la chirurgie rétinienne est compliquée chez l'animal. En plus, là, dans ce genre de cas-là, c'est le pronostic est très mauvais puisqu'on ne peut rien faire, puisque toutes ces chirurgies-là se font à vue. On ne peut pas les opérer sous éco-guidance, donc on ne peut pas aller faire quoi que ce soit sur ces rétines qui malheureusement sont décollées. On part des décollements partiels ou variables avec des bulles plus ou moins importantes. Là, on est quand même sur des formes très évoluées, mais dans certains cas, on peut avoir des bulles qui sont débutantes. Et là, on voit ces images échographiques donc en mouvement, avec vraiment, vous suivez la ligne, hop, jusqu'à l'attache, tac, du nerf optique, et la rétine qui des fois va se réappliquer en fait en toute périphérie, mais il y a toujours des bulles de décollement. Donc vraiment, quand vous faites votre examen, balayez en fait l'œil, ne vous contentez pas de faire juste une image figée, parce que manque de bol, des fois, si vous faites une image figée juste dans un seul axe, vous allez vous retrouver au pile poil à l'endroit où la rétine est correctement collée. Donc il faut vraiment balayer. Donc, je vous rappelle, dans un sens vertical, puis dans un sens horizontal, ou dans l'autre sens, comme vous voulez, mais vraiment bougez sur vos examens. Et si j'ai un conseil à donner, si vous voulez demander l'avis à des confrères sur une échographie oculaire, envoyez toujours les images en mouvement, envoyez des vidéos et pas des images fixes. C'est très dur de se repérer et de vous donner un avis en fait sur des images figées. Ça, c'est important, à moins que l'image figée soit de très haute qualité. Un cas rare, en fait, donc dans certains cas, il y a des décollements rétiniens sous forme chronique. On a un peu l'impression d'avoir un arbre en fait qui se balade, et là simplement ce qui s'est passé, c'est que la rétine s'est totalement déchaussée, même à l'attache pariétale, donc au niveau de l'aura serrata. On n'a plus du tout d'attache en fait, donc on n'a pas cette image en aile de mouette, on a juste le nerf optique qui est resté en fait à la base, et le reste en fait ça vogue un peu comme on aurait
certaines anémones de mer, en fait, hein, donc on va pouvoir trouver en plongée sous-marine. Donc c'est des images assez caractéristiques. Ça, c'est quand on a des décollements qui sont très anciens, donc vraiment des formes chroniques. On a fini pour l'œil. On va parler de l'orbite, en fait, hein, donc des atteintes orbitaires. Retenez une chose, l'échographe est un outil précieux parce que disponible rapidement et accessible pour explorer ces éléments orbitaires, mais il fait partie intégrante d'un diagnostic qui fait appel à d'autres moyens d'imagerie comme la tomodensitométrie ou l'IRM. On va voir ensemble en fait différents éléments, les dacryokystes, les néoplasies, abcès et les cyalocèles. Les lésions orbitaires. L'aspect en général est plus homogène en fait que le tissu orbitaire environnant. Ces éléments en fait peuvent induire des symptômes cliniques si les masses sont volumineuses. On va avoir des énophtalmies, des exophtalmies en fait qui vont être notées. C'est souvent un signe d'appel des propriétaires et voir dans certains cas des effets généraux comme des baisses d'appétit, une difficulté à ouvrir la bouche dans certains cas parce que forcément la mandibule vient appuyer en fait à la base de l'orbite et peut générer des douleurs importantes à l'ouverture de la gueule. La détection est relativement aisée de ces cas puisque ça se voit souvent, avec une différenciation importante à réaliser entre des abcès et des néoplasies. C'est très intéressant et c'est là où vraiment l'échographie a sa part, une part très importante dans le diagnostic puisque la différenciation, elle peut déjà se faire entre un abcès et une masse tumorale ou inflammatoire, juste avec une notion d'échogénicité, les abcès étant bien souvent anéchogènes en leur cœur. Je vous ai fait un arbre décisionnel que je ne vais pas détailler sur les exophtalmies, à savoir si l'évolution est rapide ou lente, si c'est douloureux ou pas douloureux lorsqu'on va ouvrir la bouche. Je trouve que c'est un arbre décisionnel qui est extrêmement bien fait, que j'ai en note toujours à côté de moi pour savoir exactement, pour resserrer vos diagnostics en fait. Hein, ça c'est hyper important. Alors, on va commencer par les dacryokystes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un dacryokyste, dacryo, ça vient des larmes, et un kyste, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un kyste. Le principal dacryokyste qu'on va observer, c'est chez le chien. Vous savez, ce petit chien que vous avez opéré de la luxation de la glande inquiétante il y a quelques semaines et qui revient avec on a l'impression que les gens disent ça rechute, c'est de nouveau le même cas. Et en fait non, c'est pas du tout le même cas. C'est dacryokyste. C'est simplement que soit votre suture était trop serrée, ou sinon la formation de canalicules secondaires qui vont faire qu'il n'y a pas une bonne excrétion des larmes produites par votre kyste, par votre glande lacrymale accessoire, et ça va s'accumuler en fait sous forme d'une poche, avec une densité qui est souvent assez importante, qui n'est pas celle de l'eau, hein, donc c'est pas quelque chose d'anéchogène, et on a vraiment une densité importante, et là le traitement, n'espérez pas en ponctionnant résoudre la chose, il faut intervenir, marsupialiser en fait cet élément pour permettre un écoulement permanent en fait du liquide en dehors du kyste. Bien sûr, là, il faut différencier ces éléments par rapport à une tumeur. Donc, on n'aura pas du tout les mêmes éléments. Et souvent, quand on regarde quand on fait ces échographies, on a quelque chose de fluctuant. Ça bouge, ça circule. Alors que bien sûr, si c'était tumoral, on aura une consistance beaucoup plus importante, beaucoup plus dure dans le diagnostic. Ça pourra vous guider. Une ancienne image sur une affection rare, mais qu'on rencontre, j'ai dû en voir 3 dans ma carrière, c'est ce qu'on appelle la myosite des muscles extraoculaires. C'est un peu, moi ce que j'appelle, c'est le syndrome de Tex Avery. Vous avez le chien qui a l'impression qu'il a les yeux qui sortent de l'orbite. C'est une inflammation auto-immune bilatérale des muscles extraoculaires qui donne cet aspect en fait turgescent aux yeux, rouge injecté de sang. Donc c'est pas un glaucome bilatéral. Et on va voir en fait ces éléments-là en fait à l'échographie sous forme d'une hyperéchogénicité en fait de ces muscles extraoculaires. C'est pas forcément hyper visible à l'échographie, mais avec le temps, on arrive à bien différencier. Retenez une chose, en général, ces muscles extraoculaires, vous n'arrivez pas ou peu à les visualiser à l'échographie, mais lorsqu'ils sont enflammés, on voit une vraie hyperéchogénicité de ces muscles. Un cas que j'ai revu hier en contrôle, une personne qui s'est présentée il y a 3 semaines en me demandant d'opérer en urgence son animal, qui a été victime d'une bagarre en fait avec un autre chien de la famille. Ce sont les lacérations orbitaires, donc très important quand vous avez ça, vous sortez votre échographe pour voir, même si le chien est voyant, la pression est normale et tout, etc. Sortez l'échographe pour voir justement si votre sclère est intacte. C'est votre seul critère pour objectiver justement l'intégrité de la sclère. Donc là, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On voit ici l'endroit qui correspond sans doute à la morsure. Il y a quelque chose qui est décharné, mais qui ne va pas aller jusqu'à la perforation. Un chémosis très important.
Et donc ça, ce chien, en fait, on a juste fait un traitement médical qui a permis de résorber l'inflammation en 3 semaines. Les néoplasies et abcès, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir des formes différentes. Donc toutes ces images sont celles du même animal. Le chat était présenté pour une kératite superficielle. Le vétérinaire avait fait plein de tests, RPS, etc. Avant qu'on ne réalise en fait que c'était une lagophtalmie parce qu'il y avait une exophtalmie. Donc l'œil ressortait pas de manière très importante, mais ça suffisait à faire ce qu'on appelle une kératite d'exposition. Et l'examen du segment postérieur a permis de voir, ici vous avez le nerf optique, vaisseau rétinien, et sur la partie, on était sur un œil, ouais c'est ça, sur un œil gauche, donc on était sur la partie temporale, on voyait une déformation, en fait une masse qui faisait protrusion. Donc là, quand on a cette visualisation-là, on prend l'échographe, on regarde, et c'est là qu'on a trouvé une masse qui faisait quasiment 3 cm de diamètre au pôle postérieur. Je vous dis pas la fin de l'histoire, donc ça c'était une néoplasie, c'était une tumeur. Donc vraiment cette image assez caractéristique, relativement hyperéchogène au niveau de l'espace rétro-orbitaire. Comme je disais tout à l'heure, complétez toujours par un examen, un scanner. Vous lancez pas dans une chirurgie d'énucléation sur un patient où vous avez juste eu cette impression-là, parce que des fois ça va bien plus en arrière que de l'œil. Donc vraiment, ne chantez pas cette étape qui est vraiment capitale. Donc complétez par les investigations donc d'IRM ou de scanner qui permettent donc d'objectiver les exophtalmies et effectivement les critères d'envahissement, les critères destructeurs également en fait d'ostéolyse qui vont être présents en arrière de l'œil. Un petit cas en fait sur les néoplasies, donc c'est un cas que j'avais publié il y a quelques années. C'était un petit Akita en fait qui a été présenté pour une procidence de la membrane liquidante avec une exophtalmie associée. Enfin plutôt l'œil était en position supérolatérale. L'échographie à l'époque, vous voyez toujours pareil une échographie sectorielle qui permet déjà de faire le travail. On voit en fait en partie ventrale cette déformation avec une zone hyper échogène en dessous de l'œil qui déforme également l'œil, cristallin qui se trouve ici en place, etc. Bien sûr, on est passé par un examen, on a fait un scanner, on a regardé, on a vu en fait donc, une masse qui était a priori multilobulée, donc plutôt de type glandulaire, et qui se trouvait en fait à la base de l'œil. Donc la reconstruction 3D a permis d'objectiver la présence d'une tumeur de la glande lacrymale accessoire, donc la glande liquidante, assez volumineuse, puisqu'on avait quelque chose qui faisait, je crois, de l'ordre de 4 cm lorsqu'on l'a opéré de diamètre. On a réalisé une ostéotomie zygomatique et on a accédé à cette glande par le plancher de l'œil. On a retiré la tumeur, refixé notre os, lambeau, et fin de chirurgie. Le chien va toujours très bien et on est très content. C'est un cas malheureusement assez singulier parce que d'habitude ça se finit en général un peu plus mal. Les néoplasies toujours, donc une image plus récente. Donc souvent, les sondes linéaires sont pas vos meilleurs alliés en fait pour réaliser ces échographies de l'espace rétro-orbitaire. Je vous conseille sincèrement de dégainer vite votre sonde sectorielle parce que les densités sont plus importantes que sur ce que vous permettent vos sondes linéaires en fait dessus. Donc ces puissances de sonde et aussi en fait la diffusion des ultrasons. Donc là, dans un cas comme ça, en fait, des ophtalmies, il faut vraiment aller chercher ces images échographiques, même si tout l'œil semble l'examen ophtalmologique était complètement normal sur ce patient, on a pu voir en fait cette déformation, toujours un peu glandulaire. En l'occurrence, c'était en affection donc beaucoup plus profonde en fait que ce qu'on avait. Et en fait, ça c'était une tumeur qui était beaucoup plus invasive que le premier cas. Et bien sûr là, l'erreur aurait été de se lancer dans une énucléation. On voit que on a carrément une ostéolyse assez marquée en fait et une calcification de la tumeur. Donc là, clairement, il fallait pas se lancer sur une chirurgie dans ce cas-là. Il peut y avoir aussi des problèmes sur des glandes. Ce cas est assez intéressant puisqu'on avait une déformation, en plus une différence on avait une énophtalmie, mais on avait de manière associée aussi, sous l'arcade zygomatique, en fait, à une déformation de la face. L'échographie, il faut me croire, l'image n'est pas exceptionnelle. On a une cavité liquidienne qui se trouvait juste sous l'œil. Alors là, il y a deux critères, ça peut être des abcès ou éventuellement une sialocèle zygomatique. La différenciation à l'époque, je l'avais fait en fait en réalisant une ponction, donc une ponction de la masse, qui a permis d'objectiver en fait une sialocèle zygomatique. Donc la glande zygomatique est juste, on le voit ici, sous l'œil, et vraiment c'est des cas assez fréquents. Elles vont se boucher, s'enflammer, etc. Et là, le traitement médical a échoué, et on a dû recourir à une extraction de la glande zygomatique.
donc quelque chose qui répond assez bien au traitement, l'animal s'en est très bien remis. Les artefacts. Souvent, je le traite à part, ce petit sujet. Vous voyez ce noyau d'olive qui se balade. Beaucoup vont penser que c'est le cristallin, mais non, c'est pas le cristallin en fait que vous voyez ici. Parce que le cristallin, on le voit en fait, on voit la partie, la capsule à postérieure. Ces artefacts se produisent très souvent en échographie, vous allez visualiser parce que vous avez des bulles d'air qui se situent soit entre votre gel et votre sonde d'échographie, ou à l'inverse entre le gel et la cornée, ou dans l'œil, ça c'est beaucoup plus rare. Et ça va vous faire des images projetées, des images construites, c'est des réverbérations en fait des échos, des ultrasons en fait sur ces artefacts. Donc il y a différents signaux et ça va se produire donc justement quand il y a de l'air emprisonné entre les phases. Ça peut être utilisé en utilisant une grande quantité de gel. Pour ça, souvent, moi je vois des vétos quand ils viennent en stage chez moi, ils mettent une toute petite quantité de gel. Je dis pas que je vide la moitié du gel, mais souvent on a quasiment un bouchon de champagne à peu près sur l'œil lorsque vous réalisez ces échographies. Donc pour éviter d'avoir ces images construisent ces artefacts, vraiment n'hésitez pas à utiliser un peu plus de gel. Et puis encore un dernier sujet en fait que j'aime bien développer, c'est ce qu'on appelle la pareidolie en fait en échographie. La pareidolie, c'est le principe de voir des formes en fait dans des objets que vous voyez. Il y en a certains qui le voient dans le café, d'autres dans les nuages